Et oui, il est de retour les amis, aujourd'hui je vous teste la nouvelle version du 28-75 f2.8 de chez Tamron, donc c'est la version G2. Évidemment c'est un objectif qui est conçu pour les montures Sony. Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai testé la première version et très honnêtement c'est certainement l'objectif que j'ai le plus utilisé depuis justement 2018. D'abord avec le Sony A7 III et maintenant avec le Sony A7 IV. Alors la première version elle a été très populaire, tu en as certainement déjà entendu parler, c'est surtout lié en fait à son prix attractif, notamment en comparaison avec l'équivalent chez Sony dans sa gamme G Master qui est au moins 2 à 3 fois plus cher. Alors la première nouveauté par rapport à l'ancienne version c'est l'autofocus. Le G2 est équipé d'un moteur linéaire VXD, c'est vraiment le dernier système de mise au point de chez Tamron qu'on retrouve d'ailleurs sur ses objectifs les plus récents. La marque annonce que la mise au point est censée être 2 fois plus rapide qu'avant. Moi personnellement je trouvais que déjà la première version était bien réactive, je m'en suis jamais trop plaint, pour moi c'était quasiment autant réactif qu'un objectif natif Sony et en tout cas avec la A7 III ça fonctionnait très bien, donc déjà évidemment je suis curieux de le comparer avec l'ancienne version pour voir ce que ça donne. D'ailleurs c'est tout de suite, je commence par vous faire une comparaison au niveau de l'autofocus entre la version G1 et la nouvelle version, la G2. D'ailleurs je précise que ce face caméra que vous êtes en train de regarder est filmé avec le 28-75 G2 à ouverture f2.8, le tout sur le Sony A7 IV. Alors au niveau de l'autofocus, qu'est-ce que ça donne? Je voulais comparer en photographie, donc là on a le G2 à gauche et la première version à droite, on est au 28 mm, donc là c'est un test en photo, je maintiens le déclencheur et tu vois que ça suit plutôt bien. Par contre on remarque peut-être une légère différence juste au niveau du tracking des yeux, il a tendance en tout cas au 28 mm, l'ancienne version à perdre le visage et les yeux beaucoup plus tôt. Je vous le remets, tu vois au début, donc là quand on est proche de la caméra ça va, mais sur le recul, le G1 perd assez rapidement l'œil et le visage alors que le tracking est bien maintenu sur le G2. Donc voilà, c'est peut-être la petite différence, mais au niveau de la réactivité de l'autofocus, en tout cas là, en photo au 28 mm, je vois pas franchement de différence. J'ai fait le test ensuite au 75 mm, donc là ça a l'air à peu près pareil, ça suit plutôt bien, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Moi personnellement, j'étais déjà très content de la première version en termes d'autofocus avec l'A7 III, et puis là avec l'A7 IV, c'est vraiment hyper réactif. On est vraiment très proche d'un objectif natif de chez Sony. Donc voilà, là tu vois la détection de l'œil, pas de souci, que ce soit pour les deux versions, ça maintient bien. Là j'ai accéléré le mouvement en me rapprochant de la caméra, voilà, tout suit parfaitement bien. Ensuite j'ai fait le test en vidéo, donc toujours avec la A7 IV, on est au 28 mm, je compare toujours les deux versions. Voilà, il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de problème, on a vraiment quelque chose de bien fluide. Je suis à pleine ouverture, hein, à f2.8 sur les deux. J'ai essayé de faire les deux mouvements pour comparer les deux objectifs, et voilà, honnêtement c'est quand même très proche, je trouve. Peut-être que la deuxième version est encore plus réactif, un petit peu meilleur, mais là en comparaison avec la première version, pour moi les deux ont un rendu vraiment très bon, en tout cas avec la A7 IV. Peut-être que ça serait différent sur un autre boîtier. Et puis je vous ai fait aussi le test au 75 mm, alors c'est là qu'il y a eu un petit loupé pour le G2, tu vois il a perdu le visage à un moment, je peux vous le remettre d'ailleurs le début, donc voilà, il y a un tout petit loupé au début, mais sur le retour il n'y a pas de soucis, et puis là tu vois on a vraiment des suivis qui sont parfaits, il n'y a pas du tout d'effet de pompage, quasiment pas de flou, on a un suivi des yeux qui est hyper précis, tu vois même quand je sors du cadre et que je reviens, pour moi, c'est quasiment similaire, les deux objectifs sont aussi réactifs. Là, on n'a pas une scène lumineuse très compliquée hein, pour un autofocus. Je l'ai fait en extérieur, il fait plutôt beau. Donc vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et puis je vous l'ai montré aussi concrètement sur le terrain, là sur le spectacle de feu, en soirée où il y avait très peu de lumière. C'est des conditions lumineuses très difficiles pour un autofocus. Et moi, j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt bien, hein. Il y avait très peu d'effets de pompage, peut-être effectivement il était un peu plus lent mais c'est normal, hein. Il faisait totalement noir, il y avait juste la lumière des torches qu'ils utilisaient, mais au niveau de l'objectif voilà, il n'y a vraiment pas de souci à se faire, surtout quand c'est couplé avec un boîtier Sony comme par exemple la A7 IV qui est vraiment un des meilleurs boîtiers en termes d'autofocus aujourd'hui. Ensuite la mise au point elle est totalement silencieuse et au niveau de la distance de mise au point manuelle elle est de 18 cm à la plus courte focale, donc 28 mm, donc on va gagner 1 cm par rapport à la première version. Donc moi personnellement c'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup sur la première version parce que ça permet vraiment de faire quasiment de la macro, de s'approcher très proche d'un sujet. Donc pour du pack shot, faire des plans un petit peu de détail comme ça sur certains objets, c'est très intéressant, pas besoin de sortir l'objectif macro, tu peux le faire avec cet objectif. Et en plus de ça, au 28 mm, ça permet d'avoir du contexte et d'avoir un angle de prise de vue assez différent. Donc c'est un objectif très polyvalent. Alors j'en profite aussi pour préciser sur ce plan, alors
vous allez peut-être pas les voir très clairement parce qu'elles doivent être un petit peu dans le flou, mais les deux photos derrière moi là en fond d'écran, ce sont des photos que j'ai prises justement avec ce 28-75. Donc il y a une photo en extérieur pleine journée avec voilà léger coucher de soleil et une photo la nuit en soirée lors d'un spectacle de feu. On va en reparler tout à l'heure, évidemment je vais vous montrer différentes photos et vidéos. Alors ensuite, deuxième nouveauté, c'est le design. Il y a eu quelques changements. Évidemment quand on les met à côté, on voit très peu de différence, ils ont quasiment le même gabarit, le même poids et la même taille. Mais pourtant, il y a quand même quelques changements et surtout au niveau des bagues. En fait, elles ont un peu plus de texture, elles vont être plus marquées parce que c'est vrai que les bagues de la première génération avaient tendance à être un petit peu lisses. Là, le crantage, comme je vous le dis, il est plus profond, donc ça devrait améliorer voilà tout ce qui est manipulation en mise au point manuelle. Pareil pour la bague de zoom, donc tout ça, ça va faciliter l'utilisation de l'objectif, notamment quand on a des gants. Il nous annonce également que l'objectif est plus résistant aux rayures et aux traces de doigts. Et on remarque aussi qu'on a désormais une commande personnalisable sur le fil de l'objectif. Et en plus de ça, on a aussi un port USB-C. C'est surtout ça la grosse nouveauté, mais on va en reparler tout à l'heure. Alors pas d'inquiétude, hein, ce port USB-C, il est étanche. Alors sur la première version, je sais qu'il y a eu beaucoup de reproches au niveau de la poussière qui s'infiltre dans l'objectif et qu'on retrouve voilà sous les lentilles. En fait, les poussières rentrent quand l'objectif est en position étirée et du coup, ces poussières, on les retrouve après à l'intérieur des lentilles. On peut les voir vraiment quand on regarde par la frontale. Moi, ça me l'a fait aussi, hein. J'ai pas été épargné sur mon objectif qui doit bientôt avoir 3-4 ans, mais moi personnellement, ça m'a jamais trop dérangé, ça reste quand même assez léger. Après, moi, j'en ai pas énormément, hein. Je l'ai beaucoup utilisé en intérieur, un petit peu en extérieur, mais pas dans des conditions très difficiles. C'était pas des conditions extrêmes avec beaucoup de pluie, de vent et de sable. Alors à ce niveau-là, la marque ne donne pas vraiment d'indication. Il y a quand même plusieurs joints d'étanchéité, donc en principe, il est plutôt bien protégé à ce niveau-là. On a un joint notamment au cul de la monture, mais comme il n'y a pas de zoom interne, on peut s'attendre à retrouver un petit peu ce problème. Quelques poussières pourraient s'installer au fil du temps. Autre petit reproche qu'on pourrait faire, il n'y a pas de commande pour verrouiller le zoom sur l'objectif. C'est toujours bien d'avoir ce genre de sécurité quand on transporte l'objectif ou quand on l'a attaché au cou avec une sangle et qu'on va être en mouvement. Après là, on est sur un 28-75, on n'est pas sur un zoom avec un coulissement très important. Même en le secouant vers le bas, ça bouge quasiment pas. Je pense pas qu'il va avoir de soucis à ce niveau-là. Alors ensuite, au niveau du filetage pour la lentille frontale, on est sur du 67 mm. Ça, c'est vraiment quelque chose que Tamron essaye de conserver d'un objectif à un autre. D'ailleurs, son 17-28 mm, ce 28-75 ou encore le 70-180 mm, ils ont tous un diamètre au niveau du filtre de 67 mm. C'est pour ça aussi qu'on a des focales qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez la concurrence, parce que ça leur permet justement à la fabrication de conserver ce diamètre de 67 mm et donc vraiment d'avoir tout un jeu d'objectifs homogène, pas besoin d'utiliser des bacs d'adaptation pour les filtres. On prend un 67 mm et ça fonctionnera sur 2-3 objectifs. Il y a également eu quelques changements au niveau de la formule optique. On a désormais 17 éléments sur 15 groupes. La marque annonce que c'est censé améliorer le contrôle des aberrations chromatiques. Et puis enfin, comme je vous disais, la dernière grosse nouveauté, c'est la présence d'un port USB-C directement sur le fût de l'objectif. Et ça, c'est intéressant parce que ça le rend compatible avec le nouveau logiciel Tamron Lens Utility. Alors voici l'interface du logiciel Tamron Lens Utility. Donc tu vois, c'est très simple, hein, c'est pas très compliqué. On a d'ailleurs une catégorie version du micro-logiciel, donc on va pouvoir mettre à jour directement eh bien son objectif s'il y a un nouveau firmware à travers ce logiciel. Et puis surtout, si on est sur le menu d'accueil, là on a deux options. On a d'abord le bouton de réglage de la mise au point. On va pouvoir personnaliser ce bouton. On clique dessus, on fait sélectionner et là on a accès à différentes options. Tu vois qu'on peut attribuer une fonction du boîtier. Donc là c'est dans l'appareil photo, c'est dans les menus de l'appareil photo qu'on va pouvoir personnaliser ce bouton. On peut également choisir de sélectionner la fonction AF ou mise au point manuel. Comme il n'y a pas de switch autofocus de bouton physique pour passer de l'autofocus à la mise au point manuel directement sur l'objectif, eh bien on peut le faire sur le logiciel et le personnaliser sur le bouton. Tu vois, si je clique sur sélectionner, on a deux options. Soit on a juste à cliquer une fois, soit il faut maintenir le bouton pendant une seconde. Donc ça peut éviter comme ça les erreurs. Donc ça c'est pas mal, ça peut être intéressant. Alors en photo peut-être pas, mais en vidéo, bah oui, ça peut être pratique de passer de l'autofocus à la mise au point manuelle. Alors tu as également une option pré-réglage de la mise au point. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, en fait on va sélectionner une zone, on va faire le point d'abord sur notre appareil et ensuite on va enregistrer cette position de mise au point. Et si tu modifies le point, eh bien à chaque fois que tu vas cliquer sur le bouton, le point, la mise au point va revenir et se refaire à cet endroit-là. Donc ça peut être assez intéressant. Et puis tu as également un petit peu la même chose, c'est la mise au point d'un point A à un point B. Donc ça peut être pratique évidemment en vidéo, peut-être pour une fiction, tu as besoin de passer peut-être d'un arrière-plan à un visage. Eh bien on va pouvoir le faire facilement en réglant précisément la mise
mise au point d'un point A à un point B. Tu vois, on clique dessus et d'ailleurs à chaque fois tu peux choisir la rapidité de la vitesse de mise au point. Tu vois, on peut aller à -5, donc là ça va être plus lent, ou à +2 et ça va être plus rapide. Donc ça c'est quand même assez intéressant pour une mise au point manuelle en vidéo. Et puis tu vois, on a aussi une option pour sélectionner la fonction de la bague, donc soit mise au point, soit ouverture. Évidemment par défaut on a une bague de mise au point, mais tu peux entre guillemets la transformer pour manipuler et commander l'ouverture avec la bague de mise au point. Donc ça peut être aussi pratique pour la vidéo. Et puis là on a une option pour effacer les paramètres. Donc il y a pas mal de choses à faire avec ce logiciel pour le paramétrage du bouton. Et puis également deuxième menu, ça va être le paramétrage de la bague de mise au point. Donc là on a le choix de la rotation de la bague. Donc soit on est dans le sens par défaut, soit dans le sens inverse. Donc ça encore ça peut être intéressant. Peut-être que vous avez été habitué sur certains objectifs à travailler le point manuellement dans un sens, et bien tu vas pouvoir le régler, le choisir précisément avec cette option. Et puis enfin pour moi ce qu'il y a de plus intéressant sur ce logiciel, en tout cas avec cet objectif, c'est le choix du système de mise au point manuel. Donc là on a le choix entre non linéaire et linéaire. Tu vois que par défaut on est en non linéaire, moi je vais même passer en linéaire. Donc tu vois, il suffit d'enregistrer et voilà, automatiquement le changement a été effectué sur l'objectif. Donc ça c'est quand même très intéressant, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça chez Tamron, et là pour le coup c'est vraiment pas juste pour faire joli, hein. Tu peux vraiment paramétrer pas mal de choses sur ton objectif, et notamment ce système de mise au point entre non linéaire et linéaire que je trouve fantastique. Alors je vous montre une série de photos que j'ai prises avec le Tamron 28-75, donc la nouvelle version G2, et au niveau de l'appareil photo j'ai utilisé le Sony A7 IV. Donc là j'étais à une fête médiévale sur un week-end, et donc j'ai pu prendre différents sujets en photo, un petit peu du public avec des portraits. Voilà, donc j'ai fait du paysage, un petit peu de mode portrait également. Donc là par exemple on est à pleine ouverture, à ouverture f2.8, donc évidemment c'est un zoom qui va être adapté pour du portrait à partir du moment où tu peux te rapprocher du sujet, mais également si tu es un petit peu plus loin. Par exemple là on a deux combattants, il y avait des barrières, moi j'étais derrière les barrières, et bien au 75 mm on peut quand même voilà, se rapprocher et isoler un petit peu le sujet. Là encore on a du portrait, d'abord en plan pied, on se rapproche un petit peu, donc tu vois on a une petite profondeur de champ à pleine ouverture à f2.8, et à partir du moment où on n'est pas trop loin du sujet, on va vraiment pouvoir l'isoler. Donc là je suis au 67 mm, toujours à pleine ouverture. Donc on a un zoom très polyvalent qui est vraiment adapté je trouve pour du portrait. Là encore on a une image de profil et tu vois on a la foule évidemment qui est plus loin, et évidemment donc dans le flou d'arrière-plan. Donc il y avait un petit peu de tout, des artisans, des créateurs, des marchands. Donc c'est un objectif assez bien adapté je trouve pour de la street photo, pour du photo event comme ça. Et puis il y avait aussi des shows, des représentations, des spectacles où là on pouvait pas être trop proche, c'était délimité par des barrières. Alors il y a certains moments j'ai pu me rapprocher, tu vois par exemple des chevaux, là sur le cheval on est quand même assez proche, on est à f2.8 et tu vois on peut avoir une valeur assez resserrée. Là sur cette image en portrait, là encore j'ai pu vraiment m'approcher du cheval et essayer d'isoler un petit peu l'œil comme ça. Et puis tu vois dès que l'action est un petit peu plus loin, bah là je passe au 75 mm et ça me permet quand même d'avoir une valeur assez resserrée quand même sur le sujet. Il y a un léger flou d'arrière-plan, il est moins flagrant, hein, on est à f2.8, donc dès que le sujet est un peu éloigné de la caméra, évidemment la profondeur de champ sera plus grande. Mais tu vois, à certains moments, quand il se rapproche de ma position, et bien là je peux avoir des valeurs un petit peu plus resserrées, et donc automatiquement on va avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc comme je te dis, hein, pour du portrait c'est vraiment l'idéal. Là tu vois cette photo elle est plutôt bien, on a une belle exposition. Là toutes les photos que je vous montre, il y a eu quasiment pas de retouches, il y en a eu très peu, mais en fait c'est juste du développement de RAW. Je vous montre vraiment l'image naturelle comme elle est. Là tu vois 75 mm f2.8, on a une belle photo de portrait, un sujet qui est quand même assez isolé avec le flou d'arrière-plan. Et puis évidemment pour du packshot, pour aller chercher un petit peu plus de détails, alors j'aurais pu me rapprocher beaucoup plus, hein. Avec la faible distance de mise au point, on peut vraiment se rapprocher beaucoup plus proche du sujet. C'est vraiment une focale assez polyvalente. Alors le soir c'était intéressant, il y avait un spectacle de feu, donc là encore c'était un sacré exercice déjà, voilà, à essayer d'exposer tout ça correctement et puis à essayer d'avoir une action en même temps bien figée, une scène bien exposée, à cadrer tout ça et surtout tout reposer sur l'autofocus. Et c'est là où tu vois que le Sony A7 IV c'est vraiment un monstre à ce niveau-là, hein. Sony a selon moi le meilleur autofocus du marché, et sur le Sony A7 IV tu vois tout ça a été fait en pleine nuit, il y avait vraiment aucune lumière sauf voilà les lumières des torches, et ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu une grande majorité de photos bien nettes, il y a quasiment aucun loupé. Là j'enchaînais vraiment très rapidement, hein. Je prenais à chaque fois une photo et j'étais pas du tout en mode rafale. Tu vois on a un sujet bien net, bien figé. Alors j'ai monté les ISO, j'ai réduit un petit peu le grain sur Lightroom, on a une belle lumière, on retrouve les couleurs,
les teintes de peau naturelles. Donc évidemment ce Tamron il est fait pour les boîtiers Sony et typiquement avec un A7 IV c'est le combo du tonnerre. Donc vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais voilà, très content de ce combo avec la 7 IV, ça fonctionne bien. Là c'était le lendemain, toujours en extérieur, donc tu vois typiquement pour du portrait, du reportage photo où tu peux aller assez proche du sujet, ça va fonctionner, tu vas pouvoir isoler quand même le sujet à f2.8 à partir du moment où il n'est pas trop éloigné. Et voilà, on a un objectif qui fonctionne hyper bien, tout a été fait à l'autofocus avec la détection de l'œil et vraiment je n'ai quasiment aucun loupé et je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de photos. Donc là tu vois on est au 75 mm avec la compression un petit peu de la focale, ça permet aussi d'isoler un peu plus le sujet et de faire des plans assez sympas comme ça. Encore une fois j'ai très peu retouché les photos, j'ai juste développé un peu le RAW, remonté un petit peu les ombres, descendu les hautes lumières, mais autrement j'ai très peu modifié l'image. Là c'était le coucher de soleil justement, c'était le dimanche soir, il y avait vraiment une superbe lumière et voilà, là je suis à f5, j'aurais même pu fermer le diaph, peut-être descendre les ISO, voir la vitesse, mais voilà, dans l'ensemble vraiment très content de cet objectif. En fait je retrouve un petit peu les sensations que j'avais eues avec la première version. Alors je vous montre également des plans en vidéo. Alors là c'est toujours des plans lors de la fête médiévale. En fait je jonglais vraiment entre les photos et la vidéo, même si j'ai fait essentiellement des photos. Là en fait j'avais pas de filtre neutre avec moi, donc j'ai utilisé une vitesse d'obturation, un shutter assez élevé. C'est pour ça que là sur les premiers plans l'image saccade un petit peu, on a une action qui est vraiment tranchante et du coup c'est aussi pour ça que je suis passé après sur du slow motion. Enfin j'étais à 60 images par seconde en 4K, toujours avec la 7 IV, donc comme ça justifie un petit peu mon shutter élevé. J'ai filmé en S-Log 3, il y a eu un brin d'étalonnage, c'est vraiment des plans qui ont été filmés on va dire assez rapidement, de manière très simple, mais c'est pour vous montrer que c'est un objectif vraiment très polyvalent qui va être aussi bien utilisé pour de la vidéo que pour de la photo. Et puis surtout là tout a été fait en autofocus et encore une fois avec les boîtiers Sony il n'y a vraiment aucun problème. J'étais à main levée et tu vois ça fonctionne bien, il n'y a pas d'effet de pompage au niveau de l'autofocus, tout est bien fluide, tout est bien naturel. Il n'y avait pas une météo incroyable, il y avait du temps nuageux, un brin de soleil de temps en temps, mais c'était quand même assez couvert. Moi j'ai essayé de garder des informations un petit peu dans le ciel. Donc voilà le rendu, tu vois, tu peux facilement passer d'un plan large à un plan un petit peu plus resserré. Et puis je l'ai utilisé également le soir, pareil pour le spectacle du feu. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'étais toujours en slow motion. Alors j'ai augmenté un petit peu le shutter, il devait être au double de ma cadence, mais je l'ai pas trop monté non plus parce qu'il fallait que je conserve une exposition quand même assez correcte. Je me rappelle plus au niveau des ISO, mais je devais être peut-être aux alentours de 3200, j'aurais tendance à dire. J'ai appliqué une petite réduction de bruit à l'étalonnage parce que j'avais filmé en plus en S-Log 3, mais tu vois ça fait des plans quand même pas mal et là tu vois l'autofocus fonctionne plutôt bien. Là encore une fois tout a été fait en autofocus. Je crois que j'avais la détection de l'œil, mais je suis pas sûr que là il détectait l'œil. En tout cas il détecte le sujet, on n'a pas trop d'effet de pompage et c'est plutôt fluide, ça fonctionne bien. J'ai essayé encore une fois de faire varier un petit peu les valeurs de plan et vraiment on a un objectif très polyvalent. Pour peu que la scène qu'on est en train de filmer se passe pas trop loin de nous, et bien on peut varier un petit peu les angles de prise de vue. Là j'étais généralement assez bas, en fait il y avait des barrières devant moi, donc une fois sur deux je filme au-dessus de la barrière, une fois entre les barreaux, une fois en dessous de la barrière. Donc comme ça me permet d'avoir une variété d'angles de prise de vue. Et puis avec la focale de 28 à 75 mm, voilà, ça permet de varier un petit peu les valeurs de plan. Et encore une fois, moi aujourd'hui l'autofocus je l'utilise pas tout le temps, mais avec les boîtiers Sony généralement je fais confiance à leur autofocus, il y a vraiment très peu de soucis à ce niveau là. Alors au niveau de la distorsion, qu'est-ce que ça donne? Alors le fichier RAW il est corrigé directement dans le boîtier, il y a le profil qui est intégré, donc ça c'est la correction et ça c'est sans la correction. Donc là on est au 28 mm, il y a quand même une bonne distorsion en barillet là au 28 mm, mais encore une fois avec le profil de correction ça se corrige plutôt bien. Ensuite j'ai fait un autre test au 42 mm, alors là c'est l'inverse, on a plutôt une déformation en coussinet
qui est quand même assez marqué. Donc c'est la même chose, il y a pas mal de distorsion. Bon, heureusement, ça se corrige assez bien avec le profil de correction. Et puis au 75 mm, c'est la même chose, mais en plus marqué. Hein. On observe une distorsion en coussinet qui est quand même assez marquée. Heureusement, voilà, ça peut se corriger. Ensuite, au niveau du vignettage, c'est la même chose. Il y en a quand même beaucoup à f2.8. Il est assez présent à grande ouverture. C'est pas forcément une surprise, mais il est quand même assez important. Encore une fois, avec le profil intégré, ça va se corriger assez facilement. Par contre, pour avoir beaucoup utilisé le profil, j'ai l'impression qu'il a tendance même à augmenter un petit peu trop le vignettage et il commence du coup à éclaircir légèrement les bords par rapport au centre, alors que pourtant on est vraiment sur le réglage par défaut. Donc si vous utilisez le profil de correction, moi peut-être je vous recommanderais de l'utiliser aux alentours de 70-75. Ça sera peut-être un petit peu plus naturel parce que sinon j'ai l'impression que voilà, que les bords s'éclaircissent un petit peu. Alors ensuite à f4 c'est la même chose, on a toujours du vignettage mais il sera un peu moins marqué, donc ça c'est f2.8 et ça c'est f4, donc f2.8, f4. Donc à f5.6 il est encore moins marqué, il est toujours un petit peu présent mais on en a quand même un petit peu moins. Ça c'est f4, ça c'est f5.6, tu vois il y a très peu de changements. Et puis enfin à f8 on va voir ce que ça donne, donc ça c'est f8, f5.6, f8, donc à f8 j'ai même l'impression qu'il a tendance à revenir légèrement. Donc voilà, il y a naturellement beaucoup de vignettage, après avec les profils de correction ça va pas être vraiment un souci. Au niveau des aberrations chromatiques, le profil a déjà été appliqué directement dans la caméra, donc là je peux pas vous faire un avant-après. Tu vois que a priori il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là, ça va être plutôt bien corrigé. Et puis pour le piqué, je vais juste vous zoomer dans les photos. Donc voilà, tu vois on a une action qui est bien nette, bien figée au centre. Là il y a vraiment très peu de retouches sur ce plan, il y a eu un léger développement mais voilà, ça reste assez léger. Je peux vous en montrer d'autres, voilà, là on a un visage vraiment qui est bien net, bien défini, bien sharp, il n'y a pas trop de problème. Évidemment là c'est un petit peu plus mou parce que le cheval se trouve un peu hors de la zone de netteté, mais voilà, pas trop de problème à ce niveau-là. On va pouvoir l'utiliser pour du pack shot, on a quelque chose de bien net, en tout cas à l'endroit de la zone de netteté, il n'y aura pas trop de problème à ce niveau-là. Là encore on a une autre photo, on a une photo qui est bien figée, j'étais en mode autofocus, j'avais la détection de l'œil d'activer, là je sais pas s'il l'avait détecté, mais en tout cas le sujet principal est bien net, bien figé, donc ça fonctionne bien. Je peux te montrer encore un autre exemple, là encore il y a eu un petit développement, mais tu vois autrement j'ai très peu retouché la texture, la netteté, et là on a voilà quelque chose de bien net, de bien détaillé, de totalement utilisable. Là on est sur un plan à f2.8, encore une fois tout est bien net, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tu vois, les aberrations sont bien corrigées. Donc voilà, pas de problème au niveau du piqué. Je trouve que l'image est très jolie. En tout cas, avec la 7.4, on a de quoi se faire plaisir en post-production. On va pouvoir retoucher, développer nos fichiers RAW avec facilité. Alors au niveau du flair, il y en a un petit peu, mais ça reste assez léger. Alors c'est peut-être les images fantômes qu'on remarque un petit peu plus. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une ou deux qui sont peut-être un petit peu voyantes à certains moments. Surtout quand la lampe torche éclaire au centre, tu vois, il y a un petit point vert là. Il y aura peut-être voilà, quelques images fantômes qui pourraient être un peu visibles, mais j'avoue que moi, pendant en tout cas mes tests, que ce soit photo, vidéo, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de nuages. Le temps était plutôt couvert pendant les tests. Alors au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 999 €. C'est un peu plus cher, il me semble, que la première version, mais voilà, on est quand même en dessous de la barre des 1000 € et c'est surtout beaucoup plus abordable que par exemple un 24-70 GM de chez Sony qui est quasiment 2 à 3 fois plus cher. En plus de ça, j'ai vu récemment passer plusieurs réductions sur internet, on peut facilement le trouver à 100 € de moins, je dirais, donc faut rester attentif aux différentes offres. Donc si vous recherchez un zoom polyvalent dans cette plage de focale en ouverture fixe f2.8, je pense qu'on a vraiment là un des meilleurs objectifs pour un boîtier Sony. Allez, je finis par vous donner mon avis sur cet objectif. Bon, personnellement, j'avais assez peu de doutes ou d'hésitation par rapport aux qualités de cette optique. Je voulais juste le tester, l'avoir en main un petit peu avant de l'acheter, parce que c'est vrai que mon premier 28-75, donc version G1, commence un petit peu à vieillir, hein. Il y avait voilà quelques poussières qui arrivent sur la lentille frontale, mais ça, à la limite, c'est pas trop un problème. C'est surtout, moi, j'avais un autre problème où en fait, je perds un tiers, voire 2 tiers de diaph tout d'un coup pendant un enregistrement vidéo. C'est souvent au début de l'enregistrement, il doit avoir un jeu au niveau des lentilles et tout d'un coup j'ai une baisse de lumière, donc ça c'est un peu pénible, ça me le fait quasiment depuis un an et demi. Donc voilà, il était temps de passer sur une nouvelle version, d'autant plus que je suis passé sur la 7.4, donc il vaut mieux quand même avoir un objectif de qualité pour cet appareil photo. Donc là pour moi cette nouvelle version, je retrouve vraiment la précédente, c'est quasiment le même objectif. Il y a quand même quelques nouveautés, on les a vues, ils ont un peu amélioré le design, l'ergonomie, notamment au niveau des bagues, et surtout pour moi le gros point positif, on l'a vu, c'est qu'on puisse changer le système de mise au point manuel, passer de non linéaire à linéaire. Ça pour la
la vidéo, pour faire des suivis, des bascules de mise au point, c'est hyper pratique. Après, le rêve, c'est qu'un jour, on ait la possibilité de modifier ce réglage directement sur l'objectif et ne pas être obligé de passer par un logiciel. Mais là, déjà, on a la possibilité de le faire, donc c'est toujours ça de prix. Et puis, pouvoir aussi changer le sens de la bague de mise au point, c'est assez intéressant. Ensuite, on l'a vu, il faudra quand même faire attention au niveau du vignettage et des distorsions. Voilà, on a quand même quelque chose d'assez marqué à ce niveau-là. En photo, ça sera pas un problème parce qu'on a les profils pour les corriger. Mais en vidéo, voilà, le vignettage, il sera un peu plus présent, surtout à grande ouverture. En fait, c'est à f2.8 où il est le plus présent. Donc, ça peut valoir la peine d'utiliser, par exemple, un petit masque pour alléger, voilà, le vignettage. C'est pas compliqué, ça se fait assez rapidement. À part ça, on a plutôt un objectif très complet, surtout avec cette petite distance de mise au point. Moi, c'est le deuxième élément que j'aimais vraiment beaucoup sur la première version, c'est qu'on peut vraiment faire quasiment des prises macro au 28 mm. On peut arriver très proche d'un sujet. Donc moi, pour mes vidéos YouTube, je l'utilise quasiment tout le temps pour faire du packshot, pour aller chercher du détail. Et puis après, pour moi, c'est un objectif polyvalent, aussi bien photo que vidéo. Il est plutôt léger, il n'a pas un gabarit très imposant, donc il va être assez adapté voilà, à une utilisation en extérieur, en déplacement, en voyage, pour les vacances, pour du vlog, du reportage photo ou pour des vidéos YouTube. Comme je vous l'ai dit, ce face caméra, il est filmé au 28 mm. Tu vois qu'on a un angle de prise de vue quand même assez large, on peut avoir du contexte autour. Là, moi, je dois être situé à peu près à 1,20 m de la caméra. Tu vois, si je tends le bras, je suis à une trentaine de centimètres, 20 cm, et je touche quasiment l'objectif. Donc ça peut être aussi une idée d'utilisation. Voilà les amis, vous avez les liens en description de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà utilisé la première version, si vous êtes passé maintenant sur cette deuxième version, la version G2. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à faire un retour d'expérience dans les commentaires. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!